Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor et un X n'a jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché? J'ai un trésor. Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasses et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. J'accepte la grande aventure d'être moi. Ces mots de Simone de Beauvoir, tirés de ses cahiers de jeunesse, résument parfaitement le thème de notre double épisode hors série. Comment devient-on soi ? Comment arrive-t-on à suivre notre propre chemin sans marcher dans des chaussures qui ne sont pas les nôtres ? Dans cette première partie, je t'invite à découvrir le parcours d'Evelyne Bisson-Geoffroy qui a pleinement embrassé cette grande aventure que d'être soi-même. Femme aux multiples facettes, à la fois coach, psychologue, fervente d'art et spécialiste de l'histoire de l'art, élève de figures emblématiques comme William Robin, ancien curateur du MoMA, le musée d'art moderne de New York, André Chastel, grand spécialiste de la Renaissance, Françoise Dolto et disciple d'Anne Ancelin Schunzenberger, pour ne citer que, Evelyne est également une experte de la psychogénéalogie. Si elle consulte, enseigne et écrit volontiers, elle est toujours restée très discrète sur sa vie. Pourtant, cette vie riche a beaucoup de choses à nous apprendre et j'ai eu l'immense chance qu'Evelyne ait accepté de se raconter à mon micro. Son histoire débute en Argentine, à Buenos Aires. Issue d'une famille multiculturelle, Evelyne a développé très tôt une passion pour la compréhension de l'humain. Ses aspirations l'ont menée à New York, où elle a étudié la psychologie et l'histoire de l'art, puis à Paris, ville qui a vu naître de nombreux tournants dans sa vie, tant personnels que professionnels. Sa rencontre avec Dolto et Anne Schunzenberger, deux piliers de son parcours, a non seulement façonné sa carrière, mais a également profondément influencé sa quête personnelle de liberté et d'identité. Dans notre entretien, Evelyne se livre avec une rare ouverture sur ses expériences, partageant des anecdotes qui illustrent sa trajectoire unique. Un véritable kaléidoscope d'expériences et d'apprentissage. Nous aborderons aussi la psychogénéalogie, un véritable outil de libération et de compréhension de soi qui a joué un rôle clé dans la vie d'Evelyne. Son récit est plus qu'une histoire personnelle. C'est un appel vibrant à suivre ton cœur, à provoquer la chance et à embrasser pleinement ton identité. En écoutant son parcours, j'espère que tu seras inspiré, tout comme moi je l'ai été, à devenir l'architecte de ta propre vie. Et pour reprendre encore une fois les mots de Simone de Beauvoir, j'espère t'inviter à accepter toi aussi la grande aventure d'être toi-même. Bonjour Evelyne. Bonjour Hélène. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Ça fait des mois que j'attends ce moment-là et que je le prépare aussi. Merci, oui, encore une fois de m'accueillir chez toi. Merci à toi de venir jusqu'ici. Avant qu'on rentre, on va dire, dans le vif du sujet, je voulais donner un peu de contexte et dire que, enfin, cette idée d'épisode de podcast, elle est le fruit d'une double rencontre, la rencontre avec la psychogénéalogie et la rencontre avec toi, puisqu'il y a effectivement 1 an et demi, je démarrais la formation sur le sujet que tu animais, et avec le recul dont je dispose un peu maintenant, je dois dire que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit d'un point de vue personnel, parce que ça m'a encore amené à cheminer plus vers moi, on va dire. Et puis à ce moment-là, j'avais des grosses douleurs à l'épaule, enfin bon, toute une histoire. Et ça m'a permis aussi d'avancer d'un point de vue professionnel, et notamment de faire un lien entre ce qui était pour moi de vie, c'est-à-dire qu'avant, je faisais de l'archéologie, je me suis intéressée à l'histoire. Oui. Maintenant, je suis coach. Et en fait, la psychogénéalogie, ça me permet de lier quelque part l'histoire et le métier de coaching. Donc merci pour tout ça. J'en suis très contente. Ça me ravit de savoir, parce que je connais l'utilité de la psychogénéalogie, mais ça me fait plaisir de l'entendre de toi. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'avais pas envie de commencer l'épisode directement sur le sujet psychogénéalogie, mais de parler de toi aussi et de ton parcours, parce que je trouve qu'il est extrêmement riche et inspirant,
Et en plus, quand on parle de généalogie, on travaille aussi sur des parcours de vie, sur la genèse. Tout à fait. Et je trouvais ça intéressant de commencer, voilà. Et puis par l'humain aussi, par toi. Ouais. Alors, c'est en effet, j'ai un parcours de vie qui est, comme tu dis, riche. Voilà. Ça, il est sur ma page web, donc les gens pourront voir ça. Mais il est très diversifié. Parce que comme tu sais, je suis argentine, même si je vis ici depuis une éternité maintenant, parce que je me suis mariée avec un Français. Voilà. Mais sinon, j'ai encore beaucoup d'attaches avec mon pays et que j'aime infiniment. Voilà. Et puis, j'ai adopté la France. C'est un pays d'adoption pour moi. Et justement, c'est ce que je voulais te demander, puisqu'en lisant ta bio sur le site, donc t'es née à Buenos Aires. Oui. Si je dis pas de bêtises, ton père était argentin. Tout à fait. Ta maman nord-américaine. Oui, de New York. Et le français est venu après, ou comment t'es venue Non, c'était parce que d'abord je suis allée dans une école catholique de l'Assomption où j'ai été très heureuse, mais où ma mère trouvait, qui a donné une prépondérance à nos études, trouvait que je ne travaillais pas assez par rapport à un de mes frères qui était au lycée français. Et alors, donc, elle m'a enlevée de cet endroit où j'étais tellement heureuse, et elle m'a mis au lycée français, l'école française, si vous voulez. Voilà. Et alors là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, mais je n'ai plus été heureuse. Jusqu'à mon départ aux États-Unis, où là, j'ai été franchement... c'était une aventure extraordinaire. Et je suis partie à 18 ans, étudier aux États-Unis, psycho et histoire de l'art, parce que je les aime à égalité. Et tu peux m'en dire plus, parce que tu m'as dit plusieurs fois que les États-Unis, ça avait été ton passeport pour la liberté. Non, c'est mes études. À tes études. Non, tu as raison, c'est deux passeports. Pour pouvoir partir, ma mère avait décidé que ce n'était possible que si j'étudiais beaucoup. Donc, les études en Argentine, au lycée français, d'où mon français, était mon passeport à la vie. Et j'ai trouvé la vie et la liberté, pas d'un coup, mais d'un coup, c'était le ravissement de pouvoir étudier ce qu'on aime et pas ce qui est obligatoire. Alors là, c'était extraordinaire. Là, j'ai travaillé avec plaisir. Et j'ai fait des découvertes. Et puis surtout, j'ai eu des professeurs tout à fait exceptionnels. Et j'ai vraiment étudié avec un plaisir fou ce que moi j'aimais. Et comment justement tu as réussi à partir surtout non, mais à identifier ce que tu aimais aussi, hein, puisque je t'avais posé à un moment donné comme question comment tu en arrives à t'intéresser à l'humain quelque part, et tu m'as dit bon, ça c'était pas forcément prédestiné, ou en tout cas ce qu'on attendait de moi dans mon entourage. Ah non, pas du tout. On n'attendait absolument pas ça de moi. Et quand on cherchait une maison de campagne, je me rappelle que je passais par des bidonvilles et j'avais 5-6 ans. Et je suis née avec l'intérêt de l'humain, née grâce à une de mes grand-mères, si on parle d'héritage invisible, qui était passionnée par les humains et les enfants. Et ça n'était absolument pas partagé par mes parents, qui vivaient leur vie agréablement. Non, moi j'ai toujours... Alors quand je passais par les bidonvilles, je me rappelle avoir demandé à ma mère pourquoi est-ce qu'on les aide pas. Et j'avais 5-6 ans. Et je pense aussi que l'éducation catholique bien faite nous donne cet intérêt et cet amour de l'humain. Et je pense que ça, c'est le bon côté de cette... quand on le fait avec amour. Et elle m'a répondu, parce que si on leur donne quelque chose, le lendemain, ils n'ont rien. J'étais tellement étonnée par cette réponse qui m'a paru complètement imbécile, parce que je me suis dit, si moi j'ai faim, et qu'on me donne à manger, le lendemain, il n'y aura rien. Donc j'ai décidé que je ne demanderais plus de questions à mes parents. Voilà. Mais c'était ancré. Et j'ai réussi, comme mes amis savaient mon intérêt pour les bidonvilles, que je trouvais vraiment... Je ne comprenais pas qu'on n'aille pas vers eux. Et des humains... Alors quand j'avais... qu'est-ce que j'avais 17 ans, et j'allais passer mon bac, la mère de mes amis, on faisait un barbecue le dimanche, m'a dit, tu sais, je connais, comme tu m'as souvent parlé de ton intérêt, sa maison à elle, de campagne, était sur un bidonville.
C'est-à-dire, ça bordait le bidonville. Elle m'a dit, il y a des Américains qui travaillent là et je les ai invités pour que tu les connaisses parce que je connais ton intérêt. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans ce bidonville. Je suis descendue après le barbecue et je suis jamais remontée. Et puis après, pendant mes vacances, etc., j'ai toujours travaillé là-dedans jusqu'à mon mariage. Et mes parents étaient tellement inquiets que j'ai dû les amener pour leur montrer qu'ils n'allaient pas me tuer ou m'assassiner. Voilà. Donc ça, c'est inné. Hein, c'est pas acquis. Et je pense que je l'ai hérité. Quelque part, je crois que quand on en parlait avec Anne Ancelin, Schutzenberger, quand on a une grande intensité dans quelque chose qu'on veut faire, et on y arrive toujours. Et puis après, j'ai rencontré les Américains aux États-Unis. Donc tu pars pour tes études. Oui. C'est le le troc. On dit Oui. ok, de toute façon tu travailles bien, donc pour faire Très de belles bien. études, Ouais. les États-Unis c'est la voie. Non, c'était moi qui ai choisi les États-Unis parce que la famille de ma mère était américaine et que comme on y allait, je connaissais les très bonnes écoles et je savais que je serais très heureuse là-bas. Il y a une très grande liberté dans les choix. Et puis, évidemment, il y avait aussi de remarquables professeurs, par exemple, mon professeur de psychologie principal, parce que j'en avais 3, était un Allemand, Rudolf Arnheim, qui a écrit des livres extraordinaires sur la psychologie de la forme, qui sont dans toutes les bibliothèques du monde entier, il a été traduit en 25 langues. Et c'était un homme magique. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec lui avec un énorme plaisir. Et puis j'avais aussi comme professeur Bill Rubin, qui était conservateur en chef du MoMA, du Museum of Modern Art. Et j'ai eu comme ça des professeurs. Et c'est grâce à lui que je suis ici. Parce qu'il voulait me prendre pour une de ses assistantes et il allait me payer mon master. C'est le musée qui aurait payé le master, pas lui. Et il m'a proposé, il m'a dit, tu es la seule, parce que les Américains ne peuvent pas y aller, ils n'ont pas propédeutique. Nous, pour aller ici en France, faire archéologie et histoire de l'art, voilà. C'est qui est ma deuxième passion, et pas moindre. Je me rappelle à l'université, on m'a demandé, on m'a dit, vous savez, ici on prend que un major. Et moi j'ai dit, mais moi j'en veux 2 parce que je ne sais pas lequel je vais choisir plus tard. Et je pense que si je fais les 2, je saurai. En fait, non, je suis à égalité encore aujourd'hui. C'est la vie qui m'a amenée, c'est la vie qui nous pousse. C'est pour ça que lorsque j'entends des gens me dire planifier comme ça ce qu'ils vont faire, je les regarde complètement étonnés parce que c'est quelque part, on a des goûts et des passions, mais on ne sait pas lesquels vont être choisis par ce que nous allons être ou vivre. Donc, quelque part, on est aussi porté par la vie. Voilà, ça c'était mes débuts. Ensuite, je suis venue ici faire archéologie à la Sorbonne, qui est un immeuble magnifique sur le Luxembourg. Et j'ai fait mes 2 années. Et puis j'ai rencontré mon mari. Et donc j'ai dû écrire à Bill Rubin, le conservateur en chef de peinture et sculpture, que je ne pourrais pas être une de ses nombreuses assistantes. Voilà. Et puis, on s'est mariés. On s'est fiancés en Argentine et on s'est mariés ici, à Paris. Voilà, ça c'est mes débuts. Et c'était des aventures extraordinaires toute ma vie. Voilà. Mais je rebondis sur ce que disait sur le fait en fait quelque part d'obliger, tu vois, les gens très tôt à faire un choix quelque part comme si c'était décisif, tu vois, pour le reste de sa vie. Je te rejoins. Alors, je pense que ça dépend des gens, mais si on a plusieurs intérêts, pourquoi choisir? Et je suis assez d'accord avec toi que selon les rencontres qu'on fait, selon la vie, voilà, les choses peuvent se passer différemment. Tout à fait. Plus on est riche, je dirais, de connaissances, de rencontres et de choses, plus c'est chouette.
Ton parcours, donc histoire de l'art. Je reviens à ce qui est noté sur le site, puisque de mémoire tu vas te servir aussi de l'histoire de l'art quand tu bosses pour la faïencerie, où je crois que tu prends la direction artistique, si j'ai pas de bêtises, c'est ça? Non, direction. Je suis un peu émue de parler ces choses-là. J'étais directrice artistique et de la communication. Donc, en fait, je me suis occupée de toute la partie esthétique. Je connaissais beaucoup de par mes goûts, je connaissais beaucoup d'architectes, enfin beaucoup, un certain nombre d'architectes et de peintres, etc. Et c'est pour ça que j'ai été choisie comme directrice artistique et de la communication. Alors, pour la communication, j'adore la communication, c'est une de mes valeurs de vie. Et puis, et artistique, j'en avais fait des études poussées, parce que c'était aux États-Unis. Et tous les samedis, par exemple, mon conservateur, là, j'allais voir des galeries tous les samedis et tous les dimanches des musées, sans exception. Et tous les mardis, il fallait que je fasse un rapport. Donc, c'était approfondi. Et quand j'avais besoin d'un livre, il téléphonait à notre bibliothèque et il demandait si le livre était là, et sinon, il m'était commandé. Alors, je vois pas comment on peut pas travailler d'une façon extraordinaire dans des conditions pareilles. Voilà, moi j'ai eu ça. Ça, c'était merveilleux. Mais c'est moi qui les ai choisis aussi, mes professeurs. Alors, c'est pas que de la chance. Nous avons été attirés, parce que je me suis beaucoup posé cette question. On est attirés par la qualité extraordinaire, mais faut-il que eux aussi le soient? Parce que si moi j'avais pas répondu en faisant mon rapport tous les mardis, ils se seraient désintéressés de moi. Donc, je pense que, voilà. Ce sont des rencontres, mais aussi un aller-retour. Ouais, il y a une expression en allemand, c'est Entgegenkommen, et c'est vraiment ça. Ça veut dire que tu peux avoir une envie, une idée, une impulsion, mais en fait, quelque part, les gens y répondent, ou tu vois, ils préviennent ça. C'est comme s'ils prenaient de l'avance. J'arrive, c'est difficilement traduisible, mais je pense que ça exprime bien ce que tu dis, c'est que ça se passe en fait dans les deux sens. Ouais. Mais ça se construit aussi. Parce que par exemple, mon prof d'allemand, de psycho, nous devions nous voir tous les 15 jours en privé. C'était une école spéciale, celle à laquelle que j'ai choisi. D'abord, il y avait que des filles. Maintenant, c'est fini ça. Il y a les deux. Et ce qui est assez extraordinaire, parce que les femmes travaillent beaucoup. Elles étudient énormément et elles mettent un maximum. Et puis parce que nous étions que 8 personnes par cours, sauf un où nous étions 50. Et donc, on pouvait faire avec 8 personnes et un prof de qualité, on faisait un travail extraordinaire. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis inscrite dans plein d'autres choses, mais beaucoup trop. Et comme c'était pas une spécialité, voilà. Il faut dire qu'en Argentine, nous avions pas, les professeurs étaient des Français qui venaient pour 5 ans. Et pour le bac, le premier et le deuxième, nous avons été, nos copies partaient à Paris pour être corrigées par avion. Et donc, et les professeurs, il n'y en avait pas des masses. Donc, on était obligés, par exemple, pour le bac, de prendre C. À l'époque, c'était C, etc. Et on était obligés parce qu'ils ne nous présentaient pas le reste. Hein. Le reste, il n'y avait pas suffisamment de professeurs pour avoir la richesse de choix qu'il y a aujourd'hui ou qu'il y avait en France. Et puis, les copies étaient corrigées, puis nous avions les résultats comme ça. Quant au bac, c'était les professeurs, c'était les Chiliens qui venaient pour nous faire, pour qu'il n'y ait pas de triche, qui venaient nous les faire passer, les Uruguayens ou les Brésiliens. Hein. Donc, parce qu'il y avait un lycée français partout. Enfin, donc, j'avais aucun choix. Donc là, aux États-Unis, où j'avais tous ces choix, mais j'en ai pris beaucoup trop. Oui, et mais t'en as profité. La direction avait raison. J'ai dû en laisser tomber plein. Donc, c'était une expérience d'une richesse que je ne connaissais pas et que j'ai plus connue non plus. Parce que l'Institut d'art et d'archéologie, c'était passionnant, mais par exemple, ils étaient fermés à l'heure du déjeuner, qui est l'heure où nous voulions étudier. Et parce que beaucoup des livres que nous lisions, ils n'étaient pas disponibles à l'achat. Et je me souviens que je me suis une Américaine, un Canadien et moi,
on trouvait ça indigne. Les autres, non, on trouvait ça normal. Donc, on est allé voir la direction et on a dit qu'à nous trois, on surveillerait et on a pu le faire ouvrir. Tu vois la différence qu'il y a entre l'accueil, quand tu vois des personnes motivées, pourquoi barrer les chemins? Pourquoi le rendre plus difficile? J'ai pas compris. Et ça a été comme ça après, donc... Voilà, mais ça m'a pas empêché de faire des quantités de choses parce que, par exemple, la graphologie que j'adore, j'ai commencé à 16 ans à Buenos Aires et ici j'ai fait tout. Je suis rentrée dans la Société française de graphologie en passant d'autres examens et en passant cela alors que j'étais enceinte et j'ai fait toutes ces études et je l'ai été pendant quand même 7 ans. J'ai fait Société française, 7 ans d'études pour être graphologue. Et les gens ne se rendent pas compte. Très longues études. Ouais. Très longues. Et très ingrates aussi. Parce qu'il manquait pour moi, pour ça que je les ai quittés, il manquait pour moi la rencontre. C'est trop sec pour moi. Mais je m'en suis rendu compte après. Donc, je suis rentrée dans d'autres choses. Et puis, c'est quelque chose de toute façon qui te sert encore aujourd'hui. Je me rappelle que pour la formation, on devait écrire une lettre manuscrite. Et on en parlait tout à l'heure un peu hors micro aussi que, en plus de ton travail là, de direction artistique et communication, tu as fait du recrutement aussi pendant longtemps. 35 ans d'ingénieurs et de commerciaux. La spécialité, c'est quand même les commerciaux. Et là, j'imagine que l'écriture, la graphologie, alors maintenant on n'écrit plus, je dirais, c'est compliqué, mais ça devait être aussi un outil. Ça a toujours été un outil pour moi et ça l'est encore parce que alors j'en fais plus parce que c'est une énorme pratique qu'il faut, mais pour une entreprise j'ai accepté à une condition de ne pas devoir écrire parce que c'est très difficile le compte rendu parce que il peut être utilisé contre la personne et cependant il faut dire les choses. Donc on passe des heures à écrire d'une façon positive des choses qui ne sont pas toujours. Donc c'est pas évident du tout. Et voilà. Et quand j'ai découvert que ça pouvait être utilisé contre la personne, je n'ai plus voulu le faire. Non, puis j'imagine que c'est un exercice quelque part. Le mot est un peu fort, j'allais dire schizophrène, mais dans le sens où tu sens les choses, mais tu peux pas vraiment les dire, où il faut les reformuler, et qu'en fait, c'est ça qui est ça demande beaucoup, d'énergie, j'imagine. En fait, je me suis intéressée parce que mes parents ils sortaient beaucoup et ils recevaient des invitations. Et j'ai vu que toutes les écritures, j'avais 14 ans. J'ai vu que toutes ces écritures étaient différentes. Et je dis à ma mère, tu sais que ça doit vouloir dire quelque chose, ça. Et c'est comme ça, tu me les gardes. Et donc, je les ai gardées. Et puis, je voyais de plus en plus ces écritures différentes. Je me suis dit, mais il doit avoir une signification là-dedans. Et donc, j'ai commencé à 16 ans avec une graphologue qui était française, je dois dire que la Société française de graphologie était la meilleure du monde. Mais mes préférences allaient vers les Allemands, les Klages, et Pulver qui est suisse. Parce que eux, c'est plus le rythme. Et les Français, ils travaillent beaucoup plus avec le détail. Okay. Chaque détail. Donc j'ai eu du mal à m'adapter ici, beaucoup. Mais que voulez-vous, m'a dit un de mes profs, il faut faire comme veut le pays. Tu vois, c'était très, très différent des États-Unis. Où quand j'exprimais quelque chose, si c'était bien dit, on te le... Par exemple, j'ai travaillé dans des jardins d'enfants. Là-bas, c'est concret tout de suite. Et j'avais 8 heures par semaine de jardin d'enfants, c'est-à-dire 2 matinées de 4 heures. Et le premier où on m'a organisé ça, c'était tout près de l'université, et puis ça m'a pas beaucoup plu. Alors j'ai demandé un changement, et c'est là où j'ai découvert... Alors on m'a envoyé à Montessori, que j'ai adoré, le système Montessori, et qui s'appelait le Whitby School, je n'oublierai jamais. Et j'ai fait comme paper. C'est court, c'est pas comme des thèses. Oui. J'ai fait justement la comparaison des deux avec les dessins des enfants, et en utilisant un test qui était le CAT pour les enfants. Et puis après, quand j'ai écrit sur tout ça, et j'ai fait une petite exposition avec les dessins des enfants, ils étaient ravis de me donner une salle. Toutes les idées que j'avais, elles étaient respectées. Et on m'aidait. Alors par contre, le Whitby School était à 1 heure. Donc je devais me motoriser jusqu'à highway, jusqu'à une autoroute, ouais.
pour que le professeur qui, lui, passait par là, pourrait me prendre. Donc, c'est ça aussi la vie, c'est de mettre des efforts. Et alors, il me prenait 2 fois par semaine, parce qu'il passait toujours à la même heure. Et moi, j'étais là en train de l'attendre, et lui m'amenait jusqu'au Whitby School. Et puis, il me ramenait aussi. Donc, c'était des expériences inouïes, quoi. Et après, mon paper, la direction de Whitby School, donc de Montessori, que j'ai apprécié immensément. C'est une femme extraordinaire. Et alors là, ils m'ont demandé, ils étaient très contents de mon paper. Et puis, ils m'ont dit, si nous voudrions vous offrir, quand vous aurez fini l'université, nous vous offrons une formation pour que vous puissiez travailler ici. Ça, c'était mon première demande de job. Ok, voilà. Super. Donc, oui, c'était super. C'était des expériences. Alors, j'ai dit que je remerciais beaucoup, beaucoup la direction, mais que c'était pas mon intention de devenir enseignante. Voilà. Mais à partir de là, j'ai toujours eu des offres de boulot. Je voulais rebondir justement. Tu parlais d'enfants et ça m'a fait penser à Françoise Dolto et ton expérience avec Françoise Dolto. Alors, je sais pas comment ça s'imbrique chronologiquement dans tout ce qu'on a dit, mais comment tu rencontres, et puis comment tu te retrouves, parce que tu m'as dit, tu as travaillé 5 ans, avec elle. Tous les mardis. Et si je dis pas de bêtises, sur en particulier avec les enfants. Alors, c'était le symbolisme du dessin de l'enfant. Exactement. Voilà. Et c'était ma spécialité. Et nous pouvions lui amener des dossiers qui nous semblaient trop difficiles. Et comme je travaillais pour des écoles à cette époque-là, les directeurs m'envoyaient toujours des enfants qui étaient vraiment pas toujours faciles. Quand tu disais tu travaillais pour les écoles, c'est avec ta casquette de psychologue. Oui. Oui. Et la rencontre donc avec comment tu te retrouves Parce que je faisais ces dossiers avec les dessins des enfants et les rencontres, et que Françoise Dolto m'avait dit un jour, quand j'avais un dessin, alors comme il y avait des dessins qui étaient difficiles, des dossiers qui étaient difficiles à comprendre, et que une amie, un des professeurs de grapho que j'avais à l'époque m'a dit, Evelyne, franchement, chaque fois que tu parles des enfants, quand on en analyse un, tu es vraiment douée. Pourquoi tu travailles pas avec Françoise Dolto? Et j'ai dit, mais comment? Et elle m'a dit, va la voir et puis voir ce qu'elle fait, et où est-ce que tu peux, toi, utiliser ce don que tu as. Et alors j'ai été la voir, elle m'a dit les mardis, symbolisme du dessin d'enfant, et vous venez à mes cours. Et on était à peu près 70, c'était passionnant, tous les mardis. Et alors, au début, je n'osais pas, hein. Je suis restée 1 an sans oser lui présenter un dossier, parce qu'elle était quand même impressionnante, elle l'est toujours pour moi. Et elle a tout, elle a un côté humain, elle a toutes les connaissances, et elle dit tout très simplement. Alors là, pour moi, ça c'est l'idéal. Le complexe simple, tout ce qui est complexe simplement dit, moi j'adhère. Et puis un jour, alors j'osais pas montrer, mais je trouvais que tous les autres étaient tellement meilleurs que moi, et puis c'était plus intéressant et tout ça. Puis un jour, elle est devenue très sévère. J'ai su après que son mari était mourant. Okay. Donc elle a dû traverser un moment très difficile, et que les gens ne lui amenaient plus rien parce qu'elle critiquait. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Et moi, je me suis dit, c'est mon moment à moi, là. J'y vais. T'as pas pensé que ça allait peut-être être compliqué pour toi? Non. Tu t'es dit, je vais lui rendre service? Non, je voulais pas lui rendre service. C'était pas la peine. Mais non, je me suis dit, puisque tout le monde reste silencieux, le contrat, c'était que quand on n'amenait pas de dossier, oui. Quand elle nous parlait des expériences qu'elle avait eues à travers les années. Donc, c'était toujours passionnant. Mais au bout de 4-5 fois où plus personne n'amenait de dossier pour pas se faire engueuler, parce qu'on n'avait pas fait ceci ou qu'on n'avait pas fait cela, elle a dit, c'est bizarre, vous m'apportez plus de dossier. Alors, j'ai dit, moi, j'en ai un. Alors, nous avions cette machine qui n'existe malheureusement plus, tout est devenu très complexe, qui était, vous glissiez le papier. Ah, où tu projettes, en fait, avec la lumière, C'était un projecteur qui agrandissait en plus. Ouais. Donc, je lui ai amené tout ça. Elle m'a aidé énormément sur ce dossier qui était très complexe. Et donc, voilà. Après, j'ai osé. Et elle m'a vraiment
soutenue en me disant des choses très intéressantes. Elle m'a dit, vous savez que les psychologues, en général, ils n'ont pas un très bon contact avec les parents. Et vous, oui, gardez ça et creusez-le. C'est très rare. Donc moi, j'ai écouté, j'ai suivi, elle m'a donné de très bons conseils. Et ça a été une expérience qui m'a vraiment dilatée. C'était trop beau de l'avoir expliqué des choses. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé mon analyse avec une thérapeute. Elle m'a dit, est-ce que vous avez jamais travaillé parce que vous savez qu'on peut être malheureusement psychologue sans avoir travaillé sur soi. Et elle m'a dit, est-ce que vous avez jamais travaillé avec une psychologue ou thérapeute? Enfin, et je lui ai dit non. Elle m'a dit, c'est très dommage parce que vous auriez un meilleur contact avec votre inconscient. Et alors là, 15 jours plus tard, j'étais avec quelqu'un. Et puis j'ai pas arrêté. J'ai fait vraiment beaucoup de... Après les 3 années avec la psychologue française, j'ai eu un psychiatre qui était fabuleux. Voilà, j'ai eu des expériences vraiment très belles. De toute façon, quand quelqu'un n'est pas bien, je ne reprends pas contact. Hein. Je ne vais pas 2 fois. Je le sens tout de suite. Donc, ça m'est arrivé aussi de prendre des contacts avec lesquels je n'étais pas en accord. Mais je pense que ça, c'est important de le dire avec tout le monde. C'est que, enfin, quel que soit l'accompagnement, il faut que... Comment dire ça, que le courant passe. Tout à fait. Et il y a aucun problème à dire non, ça ne me va pas. Et non, je le disais pas. Je prenais mon prochain rendez-vous. Oui. Et j'ai téléphoné pour dire que je pourrais pas y aller. J'ai trouvé ça c'est dur à dire en face. C'est dur à dire en face, mais c'est mieux que de retourner à y aller alors que tu te sens très mal, parce qu'il y a des gens qui font ça. Hein. Oui, je sais. Moi, jamais. Non, je serais tombée malade. Non, de faire quelque chose qui va d'aussi intime, d'aussi important, c'est pas possible. Quand on est là pour dire vraiment la vérité, comment peut-on avancer si on ne respecte pas la personne, si ce qu'elle dit ne correspond absolument pas à nos valeurs de vie? Non. Mais comme on dit chez nous, para quedar bien, pour partir correctement, je prenais le prochain rendez-vous, et puis je téléphonais pour dire que je n'irais pas, et je trouvais que c'était suffisant comme ça. J'ai pas envie de blesser les gens, c'était voilà. C'est plus respectable d'être en face de la personne. C'est ma façon de faire. Hein. Oui. Je pense qu'il était important, voilà, c'est d'être à l'aise, et puis il y avait pas de non-respect comme tu le disais. Comment tu en viens à la psychogénéalogie ou à en entendre parler ou avec Dolto? Ok. Non. Dolto, elle avait ça en elle. Elle ne voyait pas comment un enfant aurait des problèmes si les problèmes ne venaient pas de plus haut. Donc elle voyait déjà les enfants, les parents, pas tout de suite. Hein. Et quand elle est morte, j'ai plus eu mes mardis, et je suis restée, comment pourrais-je dire, orpheline. Orpheline de ces choses qui nous nourrissent et qui agrandissent notre âme. Et puis un jour, alors j'étais chez IBM, tu sais, en train de travailler comme psychologue dans le recrutement, et toutes les psychologues qui étaient là, nous étions plusieurs, hein, nous étions un assez grand nombre parce qu'on faisait beaucoup de recrutement, et elles venaient toutes de Psychoprate, de l'école de Psychoprate, ça veut dire psychologue praticien. Et puis moi j'étais la seule qui avait fait ses études aux États-Unis, voilà. Et puis un jour, elles m'ont dit, alors j'étais devenue, grâce à Françoise Dolto, j'étais devenue la spécialiste des secrets de famille, parce que je lui amenais les dossiers de secrets de famille que je ne savais pas, moi, comment résoudre, parce qu'ils étaient pas faciles. Et donc, chez IBM, j'étais connue comme la spécialiste du secret de famille. Et un jour, elles m'ont dit, il y a une très bonne conférence à Psychoprate, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Parce qu'il y a quelqu'un qui va parler de lien transgénérationnel, secret de famille, et tout ce que tu aimes, quoi. Et alors, elles m'ont dit, bon, on se retrouve là-bas, et c'était déjà 4 ou 5 de Psychoprate. En fait, elles étaient toutes de Psychoprate. On était plus nombreuses que ça, mais on ne travaillait pas tous les jours. On travaillait 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, selon nos possibilités. Et donc, c'est là où j'ai vu Anne, qui a parlé de plein de choses, et c'était extraordinaire, c'était la même qualité auquel j'aspire. Ouais. Et alors, nous étions très nombreuses, on était au moins 300.
Et Anne, c'était tout à fait Anne, ça, est arrivée avec 1h30 de retard, ce qui pour moi, après, me semblait normal qu'elle soit toujours en retard, alors que les autres, non. Et puis, alors, elle a parlé de choses importantissimes, tout ce qui fait notre métier. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, ça, c'est la personne dont j'ai besoin pour grandir. Oui. Et puis alors là, pour aller la voir après un cocktail, alors c'était pas possible, on était tellement nombreuses, et on était tellement nombreuses que c'était pas possible. Oh, je me suis dit, zut. Et le dimanche, j'avais une amie qui venait dîner tous les dimanches, qui était psychologue. Et je lui dis, tu sais que j'ai rencontré quelqu'un de fabuleux. Et tac, 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 je lui explique. Et elle me dit, ben justement, je commence une petite formation avec elle la semaine prochaine. Oh, je lui dis, tu sais, le plus gros cadeau que tu pourrais me faire, c'est que j'ai son numéro de téléphone pour appeler. Et le dimanche d'après, elle arrive avec le ticket d'horodateur. À l'époque, tu mettais l'heure, tu sais, j'oublierai jamais. Petit morceau de ticket d'horodateur avec le téléphone. Je téléphone dès le lendemain, dès le lundi, et je tombe sur Lolita, sa secrétaire. Et j'entends un accent espagnol. Et alors là, elle me dit, il n'y a rien du tout. Pas de hasard. Non, rien, il n'y a pas de place pendant 1 an. Ah. Et puis j'entends, je lui dis, est-ce que tu es espagnole? Elle me dit oui. Je lui parle en espagnol et je lui dis, est-ce que tu pourrais me mettre sur la liste d'attente en haut? Super. Et alors elle me dit, d'accord. Et c'était un mercredi, j'en oublierai jamais, et elle me téléphone, il y a quelqu'un qui s'est désisté pour samedi. C'était à Nice. Immédiatement, je prends le billet d'avion, je l'appelle et je lui dis tout à fait d'accord. Ok, samedi et dimanche. Je prends le billet. Je lui dis, est-ce que tu aurais un hôtel à me recommander? Elle me dit, oui, on recommande 2 ou 3 petits hôtels à côté. Donc, je suis partie en avion, j'ai décommandé tout ce que j'avais à faire sur le fin de semaine. Nous étions 4. Une travaille le matin, l'autre l'après-midi, le matin, l'après-midi. Excuse-moi, Evelyne, vous travaillez. Il y avait un sujet ou sur votre arbre aussi. L'arbre que. Donc comment on le fait. Ouais. Comment on le fait. Et moi, je me suis rendu compte. Je me suis dit, moi, je passe jamais la première ni la dernière. C'est un concept que j'ai. Et puis, je suis passée, je crois, le matin du 2e jour. Et là, je fais mon arbre généalogique. Et puis Anne dit, vous pourriez, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fille? Il y a une émotion là, Evelyne. Et je lui dis, elle est morte. Et elle me dit, mettez tout de suite une croix rouge. Et ce fait de mettre une croix rouge sous son nom m'a... tu vois, ça, j'en ai encore... J'ai sangloté. Tellement que le reste du groupe a sangloté aussi. Et elle leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un, vous aussi? Et ils disent, non. Et alors j'ai sangloté tout ce que ça donnait. Et quand on a fini les 2 jours, Anne me dit, Evelyne, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Et je lui dis, mais Anne, ça serait un énorme honneur. Elle m'a dit, très bien, alors vous allez choisir tout de suite, est-ce que vous voulez travailler avec moi sur les arbres généalogiques dans un cancer ou dans psychodrame, et ce qui est une thérapie de groupe. Et je lui ai dit, mais Anne, je ne peux pas choisir, je ne connais aucun des deux. Bon, alors vous venez là et là, parce que c'était en juin, au retour de nos vacances, et puis vous me dites. Et puis évidemment, j'ai pris les 2. Il y a une répétition positive, hein, mais sur le fait, tu vois, de tout prendre, ouais. Et de faire les choix, si ça se trouve, ou plus tard, ou en fonction, du chemin de vie. Et c'est comme ça et après, nous avons une telle complicité que je sais pas comment. Anne me disait toujours, mais pourquoi on s'entend si bien, Evelyne? Je lui dis, je sais pas, Anne. Maintenant, je sais. Mais à l'époque, je savais pas. Maintenant qu'elle est morte, je sais. C'est après sa mort que j'ai su tout de suite. Mais est-ce que c'était je rebondis sur ce que tu me disais un peu plus tôt, c'est on n'a pas besoin forcément de tout expliquer, comprendre et savoir. Non, mais il faut sentir. Ouais. Pour moi, c'est très fort.
Et avant de mourir, elle a compris quelque chose. Elle m'a dit, Evelyne, quand vous m'avez vue pour la première fois, est-ce que vous aviez intensément envie de travailler avec moi? J'ai dit, absolument. Ah bah vous aviez décidé, hein. Je pense que comme tu le racontes, c'est que oui, elle m'a pas vu. T'étais dans la foule avec les 300 personnes qui l'écoutaient. Elle m'a absolument pas vu. Mais toi, c'est certainement un choix qui s'est fait en l'entendant à cette conférence, oui, quelque part. Ouais. Oui. Ah oui, je me suis dit, ça c'est la personne avec qui j'ai envie de travailler. Elle est cette personne-là. Mais comment y arriver? Ouais, mais tu t'es donné les moyens. Alors il y a peut-être eu des aides, l'espagnol, tu vois, a aidé, mais après le fait de demander le numéro de téléphone, d'avoir le contact, tu vois, on en revient encore à ce qu'est la chance ou pas la chance. Elle se provoque, tu vois. S'il y a de la chance, elle se provoque. Mais elle tombe pas du ciel comme ça. Ouais. Les choses se suivent. Par exemple, bon, elles auraient pu, les autres psychologues auraient pu ne pas me demander. Comme de Dolto, j'avais déjà le secret de famille. J'avais cette soi-disant expertise qui n'en était pas une, mais que elle trouvait par rapport à ce qu'elle vivait. Voilà, donc tout est rattaché quand même. Hein. Il y a un lien qui est très intéressant. Mais quelque part, je trouve, ça c'est personnel, hein, je trouve que c'est comme si on était guidé d'en haut. Et je continue à le penser, et je continue à le voir encore mieux qu'avant. Il y a comme un guide. C'est pour ça que lorsque les personnes me demandent, ont décidé déjà pour les 20 ans à me dire ce qu'elles veulent faire, je comprends pas. Ma vie n'est absolument pas comme ça. J'ai cherché des choses qui me passionnaient, certes, mais je serais restée dans mon pays qui est extrêmement macho, où les femmes ne doivent pas travailler, parce que c'est comme ça que les amis de mes parents étaient horrifiés. Bah, mon père m'a dit, tu ne partiras pas d'ici. Je suis partie. Tu ne pars pas d'ici, je te donnerai même pas $100. Je t'interdis de partir. Hein. Et il fallait à 18 ans avoir le courage d'aller contre. Et qu'est-ce qu'il a pu engueuler ma mère? Je ne peux pas vous dire qu'elle était tout à fait d'accord, parce que ma mère était extrêmement juste, elle était sévère, très 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 sévère, mais juste. Et si elle avait fait une promesse, elle la tenait. Et donc c'est grâce à elle que tu as pu partir. Oui, j'aurais pas pu partir sans elle. Ah non, je suis allée la voir. Parce qu'ils ont eu une discussion épouvantable, les deux. Je suis allée la voir et je lui ai dit, si vraiment tu penses que je dois rester, je resterai. Et heureusement, elle m'a laissé cette liberté qu'elle m'avait promis. Mais je suis partie contre le gré. Je me suis mariée contre le gré de mes parents. Moi, quand je sens quelque chose du point de vue... comment pourrais-je vous te dire, du point de vue fort en moi, c'est comme je ne peux pas faire autrement, quoi. Mais est-ce que ça coûte? Oui. Parce que je suis partie avec un sentiment de culpabilité épouvantable. Ouais. Et j'écrivais, pour compenser ça, 3 lettres par semaine. Les lundis, les mercredis et les vendredis, partaient pour toutes mes années d'université, j'ai écrit pour raconter ce que je faisais et tout ça. Et pour qu'il y ait quelque chose de moi qui reste là-bas. Donc, c'était un sentiment de culpabilité énorme. Ouais. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, parce que mes tripes me le disaient que c'était... Ouais, te porter. Mais c'était contre des gens, sa famille, des parents, des proches. Oui, et, très. Ouais, le chemin vers de quoi la vérité ou les tripes, comme tu dis, il est pas... tripes, elle parle. Ouais, mais bon, après c'est pas évident. Non. Surtout quand ça va quelque part à l'encontre des gens qu'on aime. Tout à fait. Au contraire à ce qu'ils disent. Comme tu le dis, des gens que tu aimes et qui font le mieux qu'ils peuvent. Hein. Ils peuvent pas faire mieux que penser ces choses-là. Ils en sont convaincus. Mais moi, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais ce qui veut pas dire, comme tu l'as dit, même si tu suis ce que tes tripes te disent, que finalement ça soit pas sans mots. Et tu vois, quand tu parles de culpabilité, que même si t'es convaincu que c'est ta voix, que ce soit quand même difficile de la suivre, parce que effectivement t'as pas envie de faire du mal aux gens que tu aimes. Je suis partie de Buenos Aires en pleurant dans la voiture tout le temps, quoi. C'était déchirant. Parce que je voulais pas laisser mon pays, j'avais un amoureux, j'ai tout laissé, parce que mes tripes me disaient que je devais faire ma vie ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que chez moi c'était que tes parents ont compris à un moment donné, ce choix-là, tu vois, avec le temps, que c'était ton... Oui. Ouais.
Oui, ils étaient trop fiers. C'est super. Ouais. Les amis de mon père me disaient, si tu avais comme ton père est fier de toi. Toujours. J'ai fait ce que je sentais que je devais faire, même si c'était coûteux de tous les côtés. Mais après, ils étaient très très fiers. Très, pas un peu. Et c'était plus, eux ne le disaient pas. C'était leurs amis. Ah non. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est par leurs amis que je le savais. Ouais. Oui. Mais bon, c'est mieux que rien. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce ouais. que c'était extra, quoi. Surtout de mon père qui m'avait interdit de partir. Interdit. Non, mais c'est chouette, effectivement, d'avoir pu entendre cela. Si on revient à Anne et la psychogénéalogie, j'avais proposé qu'on rentre un petit peu dans le sujet. Tu es certainement resté sur ta faim et tu veux en savoir plus sur la psychogénéalogie. Ça tombe bien, il te suffit d'écouter la deuxième partie de notre échange avec Evelyne dans l'épisode qui suit. Avant que tu n'enchaînes directement, quelques informations. Tu trouveras un minutage détaillé avec les grandes lignes de l'épisode ainsi que toutes les références, en particulier les livres d'Evelyne, dans la description de cet épisode et sur mon site. Pour soutenir ce podcast, c'est important, laisse 5 étoiles et un commentaire sur ton appli préférée. Enfin, si tu as des retours, questions ou simplement que tu veux nous dire merci, m'encourager, n'hésite pas à m'écrire via LinkedIn. C'est mon canal de communication privilégié. Il suffit que tu tapes mon prénom et mon nom, Hélène Cunet, et tu me trouveras sans problème. Enfin, si tu as le temps maintenant, je te retrouve avec Evelyne dans la seconde partie de notre échange pour te présenter la psychogénéalogie.